On en vient évidemment sur d'autres sujets, mesdames et messieurs. On parle géopolitique ce matin. Quel avenir pour la démocratie sous les transitions? Cette question est posée ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace. La question dans l'espace sahélien et en Guinée est devenue pertinente. En Guinée, depuis plusieurs mois, le droit d'accès à l'Internet et plus généralement à l'information connaît de graves restrictions. Même situation donc au Mali voisin. Là-bas, le Comité national pour le salut du peuple a suspendu donc l'activité des partis politiques, tout comme cette injonction donc aux médias. Ils doivent s'abstenir de traiter des sujets politiques, en particulier s'ils concernent les acteurs politiques. Eh bien, comment cette actualité est-elle perçue au Mali? Nous posons toutes ces questions ce matin à M. Moussa Mara. Il est donc, il faut dire, leader politique, ancien Premier ministre malien. Madame Yoro, nous allons nous joindre dans un instant. On se dit, la Guinée n'a jamais répondu d'ailleurs, hein. En tout cas, si on parle de jumeaux, la Guinée, le Mali, carrément, on se retrouve dans la même situation à la fin du compte. Hein. Il faut rappeler l'ancien dicton qui dit que ce sont deux poumons dans un même corps. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre ces derniers temps, après ce que nous on a vécu ici par rapport à un grand corps malade. Je sais qu'il y a un artiste qui s'appelle comme ça, un grand corps malade. Donc, ce que je veux dire, c'est une triste réalité que de vivre. C'est bien de partager les choses, mais dans le sens positif du terme. Mais là, nous partageons des choses, malheureusement, dans le sens négatif du terme. En parlant de restrictions liées à Internet, nous vivons déjà depuis plusieurs mois. Vous vous rappelez, même si ces derniers temps, on pense que par rapport au départ, il y a un léger mieux. Ouais. Mais ce qu'on est en train de vivre dans le monde des médias, ici et là-bas, c'est carrément rétrogradant. C'est carrément une sorte de rétropédalage. On va partir avec l'invité. Oui. Monsieur Moussa Mara. Les grandes gueules. Et il est en direct ce matin. Monsieur Mara, bonjour. Allez. Je ne sais pas s'il a la bonne connexion. Bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue sur Espace dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y, madame. Alors, bienvenue chez les Grandes Gueules. On le disait tout à l'heure, le Mali et la Guinée, deux poumons dans un même corps. Mais la situation, elle est différente aujourd'hui par ce que nous sommes en train de traverser. Non seulement par rapport à la restriction des activités politiques concernant les acteurs politiques, les leaders politiques, mais aussi mais la restriction côté société civile et les médias aujourd'hui. La Guinée vit la même situation. Comment est-ce que vous interprétez ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est possible de redresser la barre et de revenir à une meilleure situation pour les deux pays? Oui, madame, c'est toujours possible de bien faire. C'est toujours possible de redresser la barre. C'est pourquoi nous demandons à nos autorités, pour ce qui concerne le Mali, de revenir sur leur posture de réduire et de restreindre les libertés publiques et de suspendre les activités des acteurs politiques. Cela d'autant plus que les autorités de la transition elles-mêmes souhaitent que les Maliens se parlent, se donnent la main, s'écoutent, dialoguent. Il est difficile de dialoguer si certains ont leurs activités qui sont suspendues. Donc, dans leur propre intérêt, dans l'intérêt des autorités, il est souhaitable de revenir sur des mesures de ce type et se dire que la liberté d'opinion et d'expression est d'abord positive pour les autorités qui dirigent les pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment réagissez-vous justement à cette suspension des activités politiques quand on sait que normalement la transition a déjà pris fin, en tout cas les dates qui ont été annoncées ont expiré, et les activités politiques finalement donc suspendues par la junte? Quelle intention selon vous les politiques? Comme l'ensemble des acteurs politiques, nous avons d'abord communiqué pour dire que cette décision, elle n'est pas constitutionnelle. Elle est contraire au droit constitutionnel. Et donc, nous allons agir auprès des tribunaux pour que la décision soit rapportée sur le plan judiciaire. Ça, c'est la première mesure que les acteurs politiques, tous ensemble, se sont engagés à mettre en place. Second élément, c'est de maintenir toujours la porte ouverte aux discussions avec les autorités et leur dire que la période actuelle, qui est une période de transition, elle ne doit pas être une période de clivage. Elle doit être au contraire une période de discussion, de dialogue et de collaboration, comme les autorités elles-mêmes le disent dans leur discours. Donc nous allons agir sur ces deux plans.
être ferme sur les principes, agir auprès des trucs, toujours pour maintenir ouvert aux discussions avec les autorités. Alors, j'ai quand même envie qu'on explique peut-être, puisque vous êtes sur place et vous êtes un acteur majeur, il y a eu depuis donc 2020 des assises, le dialogue, je ne sais pas si vous avez dialogué 2 ou 3 fois, et à chaque fois il y a eu des conclusions. Vous avez progressé jusqu'à organiser le référendum qui a doté le pays d'une constitution. Qu'est-ce qui nous a amené à ce durcissement de ton et de position de la part de la junte? Quelle explication vous avez? Je pense que ça, c'est une question qu'il faut plutôt poser à nos autorités. Vous avez vraiment raison d'indiquer des étapes qui ont déjà été franchies. Moi, j'ajouterais à ces étapes a été créée une autorité indépendante pour la gestion des élections. Le fichier électoral est maintenant maîtrisé par les autorités selon elles-mêmes. Donc, a priori, toutes les conditions sont réunies pour que nous avancions vers les élections de fin de transition. C'est à partir du mois de septembre dernier, donc il y a environ 6 mois, que les autorités, subitement, ont indiqué que les élections sont reportées à une date ultérieure suite à des contraintes techniques, sans concertation et sans discussion. Et évidemment, nous sommes arrivés à fin mars sans que rien ne se passe en termes d'élections. Donc, c'est plutôt les autorités qui, pour des raisons qui n'ont pas été partagées avec les acteurs politiques, sont dans une voie de non-organisation des élections. Mais nous maintenons toujours le dialogue, les perspectives de discussion avec elles afin d'avancer. C'est dans leur intérêt que la transition se termine de manière heureuse. Les transitions longues, indéterminées, finissent toujours en défaveur de ceux qui les mènent. Et la situation actuelle est en train de le montrer avec les difficultés croissantes que vivent nos compatriotes. D'accord. Mais et les autorités, eux, ils ont, entre autres, expliqué justement leur action par le maintien de la quiétude, parce que ils sentaient que dans les discours politiques, ça partait dans tous les sens, etc. Donc, pour l'ordre public, pour respecter l'ordre public, ils ont finalement décidé de suspendre les activités politiques. Pour vous, est-ce que cet argument ne suffit pas, ne justifie pas leur action quand on sait que le Mali est encore un pays en guerre? Et que l'opinion est très très fragile à certaines dimensions, si les informations sont pas contrôlées, surtout les acteurs de l'information ne font pas attention, eh bien ça risque de saper tous les efforts que la junte a eu à faire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vous êtes un acteur majeur, mais est-ce que cet argument-là ne passe pas chez vous? Si vous suivez la logique des autorités, cet argument peut difficilement tenir. Parce que officiellement, ce que les autorités tiennent comme discours, c'est que la sécurité est plus importante aujourd'hui qu'hier. C'est que le contrôle du territoire par l'armée est encore plus important aujourd'hui qu'hier. L'illustration la plus parfaite, c'est le contrôle de la zone de Kidal depuis quelques mois. Donc le discours officiel et politique des autorités, c'est que sur le plan sécuritaire, ça va mieux aujourd'hui qu'hier. Donc si ça va mieux aujourd'hui qu'hier et que nous avons pu organiser le référendum hier, en quoi serait-il difficile d'organiser d'autres élections aujourd'hui? C'est juste vraiment mettre les arguments des autorités les uns en face des autres et vous comprendrez bien que de dire aujourd'hui que suspendre les activités politiques, ça va en faveur de la sécurité parce que le contexte sécuritaire est fragile. Cela n'est pas cohérent avec ce que les discours des autorités elles-mêmes indiquent. Est-ce que vous y voyez une volonté de la junte au pouvoir de s'éterniser au pouvoir? Vous l'avez dit, vous allez utiliser la voie judiciaire, notamment agir auprès des tribunaux pour que la décision soit rapportée. Est-ce que vous pensez que la justice malienne est suffisamment indépendante pour aller à l'encontre d'une décision prise par la junte actuelle? Nous faisons confiance à la justice. Les arguments sont tellement évidents. Vous prenez juste la Constitution qui est individuelle et collective, et notamment les libertés d'opinion. Vous prenez la charte des partis politiques qui est une loi et donc au-dessus d'un décret qui consacre la liberté d'action des partis politiques. Les arguments sont tellement évidents que nous ne voyons pas la justice aller dans un autre sens que dans le sens de restaurer les libertés politiques et donc de permettre aux partis de continuer
Nous faisons vraiment confiance à la justice malienne et après nous verrons, à chaque jour suffit sa peine. Alors, Bien. Moussa Mara, il faut le rappeler, hein, ancien Premier ministre, leader politique. Il est en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Jacques Liwa. Je voudrais vous ramener sur la question sécuritaire. Vous disiez tout à l'heure que les autorités elles-mêmes, dans leur discours, disent que ça va mieux. Mais vous êtes un acteur, donc vous observez la situation sur le terrain. C'est quoi le sentiment chez vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elles disent, qu'il y a eu des progrès, il y a eu des avancées, et qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui, concrètement, sur le terrain? Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quand même une situation contrastée. De manière générale, les zones urbaines, il n'y a pas de problème majeur. Du nord au sud, du centre, de l'ouest, les grandes villes, les villes moyennes, il n'y a vraiment pas de problème majeur. Après, les zones rurales, la situation est un peu plus complexe parce que nous avons des attaques maintenant sur, on dirait, l'essentiel du territoire national, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Même si ces attaques sont aussi sporadiques, ce pas des choses qui sont systématiques, parce qu'on sait que les groupes armés n'ont pas les moyens de contrôler des espaces ou des villes. Donc la situation est contrastée. Quand on regarde le nombre d'écoles fermées, par exemple, nous avons au moins le même nombre d'écoles fermées aujourd'hui qu'en 2020. Donc il n'y a pas eu de progrès par rapport à l'ouverture des écoles. Donc c'est une situation globalement contrastée. On est conscient que la situation sécuritaire elle est sensible. Oui. Mais même sur cette question, il faut que les autorités acceptent de travailler avec les acteurs politiques, de nous rencontrer régulièrement, de partager leurs informations et qu'ensemble on puisse aller de l'avant. En termes d'éducation, donc vous dites le nombre d'écoles fermées il y a 4 ans reste le même, il n'y a pas eu de changement. En même temps, elles disent, les autorités donc, qu'elles se font désormais, que l'État s'est fait représenter dans toutes les régions. Est-ce que c'est le cas? Et qu'est-ce qui donc, ça c'est la question subsidiaire, empêche aujourd'hui les autorités donc sécuritaires de pouvoir stabiliser davantage les zones en conflit pour faciliter des activités, que ce soit sur le plan éducatif ou d'autres plans? Je pense qu'il y a une difficulté structurelle de couverture du territoire par les forces de sécurité. Si je vous donne par exemple le cas des préfets et des sous-préfets en retour à leurs forces, les uns et les autres disent on veut bien retourner, mais il faut que nous puissions être... Et il n'y a pas suffisamment d'effectifs au niveau des forces de sécurité pour, je pense, sécuriser l'ensemble des préfets, des sous-préfets et des représentants de l'État. Ça, c'est structurel. Après, l'autre élément, c'est la collaboration avec les populations. Sur ça aussi, il y a sans doute des efforts à faire pour que le partenariat entre les populations et nos forces de sécurité soit plus efficace. C'est la condition qui permettra de lutter, à mon avis, efficacement contre le terrorisme. Là, nous avons encore des efforts à faire. Pour moi, ce sont les deux raisons qui font qu'il est très difficile aujourd'hui de penser que l'État malien puisse être sur l'ensemble du territoire, pas seulement les villes, mais les campagnes, les villages, de manière sécurisée. Ça, c'est très, très difficile. Mais nos autorités doivent le reconnaître, je pense, et voir dans quelle mesure ils pourront collaborer avec les forces vives et aller progressivement vers la sécurisation du territoire. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais partager cette réflexion avec vous sous forme d'interrogation. On sait que ces dernières années, le RPM et l'URD, ces deux partis politiques sont les plus gros, qui remportent plus la majorité lors des élections. C'était des partis dirigés par Soumaïla Cissé pour l'URD et IBK, qui finalement ont tous disparu. Est-ce que la situation dans laquelle, si on peut considérer que la transition malienne est dans l'impasse aujourd'hui, parce que les dates sont dépassées, on n'a plus de lisibilité claire de la fin de la transition, est-ce que la disparition de ces deux hommes aujourd'hui a occasionné la situation que vit le peuple malien? Est-ce que, en gros, aujourd'hui, le Mali n'a pas un acteur politique dont la voix porte aussi fort que ces deux-là
pour contraindre justement la junte à céder sur des pas. Parce qu'aujourd'hui, on sait que presque l'opinion penche en faveur de... Diko quand même aussi. Oui, Imam Diko, on en parlera si vous voulez. Mais je parle des acteurs politiques. Bien sûr, mon cher ami. Oui, c'est différent, Lamine. Je sais que c'est différent, mais bon. C'est différent. Après, quand tu parles de leader... Et après, Imam Diko, je pense qu'il y a un problème quelque part. Je vais vous poser ma question pour comprendre l'avis de Monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, les acteurs qui restent sur l'échiquier politique du Mali, est-ce que votre voix porte peu aujourd'hui pour influencer l'opinion en faveur de vos discours politiques? Autrement, est-ce que... Je pense que... Allez-y. Oui, je pense qu'il y a un élément nouveau que vous n'avez pas suffisamment pris en compte dans votre analyse. C'est que la chute du président Ibeka et l'apparition des militaires sur le paysage politique a été fait dans un contexte de forte décrédibilisation des acteurs politiques et de forte popularité des acteurs militaires. Nous observons à peu près la même chose dans d'autres pays qui vivent le même contexte. Oui, mais donc, sans vous couper la parole, Monsieur le Premier ministre, sans vous couper la parole si vous permettez, mais on sait qu'après la libération de Soumaïla Cissé, il était très populaire. Et ça se disait même que la transition lui préparait pour la présidence. Il n'avait que le boulevard devant lui. Il n'y avait que l'élection présidentielle qui lui séparait du pouvoir. Donc lui, sa voix portait quand il avait été libéré. Ce qui voudrait dire que il y avait quand même des acteurs politiques qui étaient populaires même après la chute du régime d'Ibeka. Non, je crois que vous ne m'avez pas très bien saisi. Déjà, avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Personne ne sait ce qui si Soumaïla n'avait malheureusement pas disparu. Mais ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est une lame de fond, qui est quelque chose de significatif, qui fait que la grande popularité des acteurs militaires a entraîné le passage en second plan des acteurs politiques de manière générale. Et ça, je pense que plusieurs pays vivent ou ont vécu à peu près dans la même situation. Cela relativise le poids éventuel d'acteurs politiques. Mais quoi qu'il en soit, ces leaders ayant disparu, leur force politique, leur organisation politique reste. Il nous reste à nous, acteurs politiques, de continuer à nous battre politiquement pour que le jeu politique, le jeu démocratique puisse prévaloir à court ou à moyen terme. Ça, c'est vraiment l'enjeu principal qui est face à nous et nous devons nous battre dessus. Ceux qui ont disparu, malheureusement... Est-ce que ça veut dire que vous les politiques... Est-ce que ça veut dire que vous, les politiques, vos voix portent moins que celles des militaires aujourd'hui au Mali? Aujourd'hui, je pense que, on va dire, les militaires, pour ce qui concerne notre pays en tout cas, sont dans une période un peu plus difficile avec les difficultés quotidiennes que les populations vivent, mais ils demeurent encore populaires. On ne peut pas dire que les militaires sont plus populaires que les politiques sont plus populaires que les militaires. Et d'ailleurs, il ne faut pas qu'il y ait une compétition qui s'installe entre nous, ce qui serait un peu malsain parce que la période transitoire est une période exceptionnelle. Mais nous devons tenir compte un peu de ce contexte-là pour expliquer pourquoi les voix des politiques portent moins. Mais ce n'est pas parce que les voix des politiques portent moins que les politiques doivent rester totalement silencieux. Nous devons nous battre et continuer à travailler à court et moyen terme. Mais d'où vient cette popularité des militaires? Parce que vous le disiez tout à l'heure, autant d'écoles restent fermées qu'en 2020, où il y avait ce problème sécuritaire invoqué par les militaires. Ça, c'est la première question. D'où vient, à votre avis, est-ce que le peuple malien a beaucoup plus confiance aux militaires aujourd'hui, d'autant plus que, sachant que la situation sécuritaire n'a pas évolué? L'autre question que je voulais dire, que pensez-vous du départ des Français et de l'arrivée du groupe Wagner qui n'a pas, parallèlement à la question que j'ai posée, la première, n'a pas changé grand-chose parce que 2020, si vous comparez 2020 à 2024, ça veut dire que pratiquement il n'y a pas eu grande évolution côté sécuritaire. La popularité des militaires s'explique par plusieurs facteurs. Le premier facteur d'abord, c'est qu'ils sont apparus et ils apparaissent pour certaines parties de la population comme des alternatives à la classe politique. Les gens imputent à la classe politique la plupart des situations qui sont vécues par notre pays, les questions sécuritaires, les questions de gouvernance et autres. La deuxième chose, c'est que les militaires qui sont aux responsabilités dans notre pays ont quand même posé un certain nombre d'actes qui sont populaires. Il y a la question de la France.
La France est très impopulaire dans nos pays. Je pense que c'est pas seulement le Mali, mais c'est dans nos pays de manière générale. Donc les militaires ont posé des actes quand même, le départ de la France, le départ des militaires, qui ont rencontré l'assentiment populaire et même le départ de la MINUSMA. Ça, c'est une deuxième raison. Après, il y a le retrait de la CEDEAO et autres. Une frange de la population tient mesure-là. Donc, ça entretient cette popularité. Et sur la question de la sécurité, beaucoup de nos compatriotes ne sont pas au fait des intérieurs du pays. Donc, beaucoup estiment encore que la sécurité aujourd'hui est 10 ou 20 fois mieux qu'elle l'était par le passé, ce qui n'est pas conforme à la réalité. Donc, voilà à peu près ces raisons-là qui expliquent pourquoi nous en sommes là. Mais on continue toujours à travailler pour obtenir que la transition se termine dans les bonnes conditions. Voilà. Moussa Mara en direct ce matin. Et quel est bien Yelema justement? C'est toujours là ou pas? Yelema, oui. C'est le président de Yelema. Non, il n'est plus président. En fait. Okay. Il a cédé. Il est très démocratique, Moussa Mara. Ça, c'est bien, ça. Maintenant, il est quand même candidat à la prochaine présidentielle. Si jamais il y a la présidentielle. Oui, ouais, c'est bien ça. Monsieur le Premier ministre... J'imagine qu'il s'occupe de la planification maintenant de Yelema. De la stratégie. La stratégie. Ok. Choisit les hommes. Alors finalement, au sein de cette classe politique, on vous entend. Oumar Mariko n'est pas au pays. Et puis les autres, Issa Kaoudjim qui est donc sur place. Finalement, est-ce que, on va dire, les figures emblématiques de la vie politique malienne aujourd'hui, il n'y a que vous? Oh, il y a beaucoup d'autres acteurs, je vous rassure. Hein. Vous avez des anciens premiers ministres. Peut-être à l'extérieur du pays, on n'en parle pas, mais il y a trois anciens premiers ministres qui sont encore actifs sur le paysage politique. Vous avez les présidents des partis de IBK, de Soumaïla Cité, vous avez d'autres acteurs politiques. En politique, la nature a horreur du vide. Il y a toujours des acteurs qui sont là, qui vont se battre et à l'occasion qui vont réussir. Et vous avez fait mention aux exilés. Nous, notre responsabilité, c'est aussi de faire en sorte que les exilés puissent rentrer au pays. Mais comment vous vous organisez sur le terrain justement pour vous faire entendre avant que cette mesure n'arrive? Le sentiment que tout le monde a eu, c'est que finalement les acteurs politiques, d'ailleurs à demi-mot vous l'avez avoué tout à l'heure en répondant à la question de madame, que les acteurs politiques maliens avaient fait le choix d'accepter le fait accompli, c'est-à-dire que les militaires peuvent se permettre de tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous reste une marge de manœuvre véritablement pour pouvoir reprendre la main et donc drainer des foules et exiger des choses? D'abord, la première chose, c'est qu'aucun acteur politique n'a accepté le fait accompli de la gouvernance des militaires. Les militaires sont là dans le cadre d'un processus transitoire. Ce processus transitoire, comme son nom l'indique, il doit s'achever. Parallèlement à ça, chacun travaille selon son organisation, selon ses ambitions, selon ses moyens. Et moi-même, je parcours le pays de long en large régulièrement. Et nous continuons à travailler, nous continuerons à travailler. D'accord. Alors j'aimerais quand même avoir votre avis peut-être pour terminer sur deux personnalités. C'est d'abord le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, qui était le responsable du comité stratégique du M5RFP, qui a occasionné la chute d'IBK. Je suppose que l'interdiction des activités politiques, il a eu à évoquer, il a eu à en parler. S'il n'en a pas parlé, qu'est-ce que vous pensez de l'homme qui fait partie de ceux qui ont justement décidé l'arrêt de cette activité politique? La deuxième personnalité, c'est évidemment, Lamine l'a dit tout à l'heure, c'est Imam Dicko. Finalement, il sert à quoi Imam Dicko du côté du Mali? Par rapport au Premier ministre Shogel, il est simplement triste qu'un chef de parti politique signe un décret de suspension des activités des partis politiques. Ça, c'est vraiment triste. Et je crois que lui-même, il doit sentir cette grande culpabilité et cette tristesse. Je n'en dirai pas plus. Ce que je voulais dire, je vais aussi ajouter, c'est que il aurait été mieux que le gouvernement de transition ne soit pas un gouvernement de politique, ne soit pas un gouvernement dirigé par un acteur politique. Et depuis lors, la transition a été clivante et la transition a divisé. Il aurait été souhaitable qu'on ait une personnalité neutre pour diriger le gouvernement. Et même
des personnalités neutres dans le gouvernement. Ça, c'est sur la question de Choguel. Pour l'imam, nous souhaitons tous que l'imam rentre au pays. L'imam est un citoyen, c'est un leader religieux. Il vient d'ailleurs d'être nommé coordonnateur du mouvement des sunnites du Mali. Nous souhaitons qu'il rentre. Lui-même, il a annoncé qu'il rentre. J'espère qu'il rentrera. Il a sa place ici au Mali et il est suivi par un certain nombre d'acteurs religieux et de citoyens ici. Je pense qu'il faut qu'il rentre. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Du côté du Mali, il faut le rappeler, hein, vous êtes ancien Premier ministre et puis chargé de planification aussi du côté de Yelema. C'est le parti, il faut le rappeler, changement. Vous restez avec nous sur Espace. Allez, tous les matins sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV, avant de faire un break du côté de Kaloum, où se tient, vous le savez très bien, le procès. On va d'abord faire un débriefing là-dessus, on cherche Jacques, on a écouté, Monsieur Moussa Mara, droit dans ses bottes. Oui, droit dans ses bottes. En même temps, ce que je disais, c'est qu'en gros, après la disparition de Soumaïla Cissé, Ibeka, Soumaïla Boubaï Maïga, donc des grandes figures des partis politiques, qui sont donc des partis majoritaires au Mali, le RPM et l'URD, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, en gros, les grandes figures, c'est bien Moussa Mara, c'est bien ce Moussa Mara qu'on entend souvent sur certaines questions, et puis Oumar Mariko qui n'est pas au pays, Mahmoud Diko à qui on prêtait l'intention de se lancer lui aussi en politique, qui a été suffisamment combattu parce que son mouvement ou celui qui le soutenait va être dissous avant qu'on arrive à l'interdiction des partis politiques. Il y a donc une situation qui met ces acteurs politiques en difficulté, quoi qu'on en dise, parce que lui-même il le reconnaît, les militaires sont arrivés dans une situation qui leur était favorable et ils se sont donné une popularité qui a encore du mal à baisser malgré la crise que traverse le pays. Parce qu'au-delà de la question sécuritaire, qu'eux ils disent avoir de plus en plus maîtrisé, mais dont l'impact ne se fait pas sentir d'après Moussa Mara sur le plan de l'éducation, vous avez également la crise économique qui est quand même majeure, parce que la même situation énergétique que nous connaissons ici, c'est aussi grave du côté du Mali, puisque les gens mettent même des groupes électrogènes dans des immeubles, tout ça pour pouvoir faire tourner. Donc il y a une difficulté importante, mais contrairement par exemple à la Guinée, où vous avez, même si bien entendu les Guinéens ne sortent pas dans les rues pour rejeter la junte qui est là, mais au moins ils l'expriment clairement. Au Mali, vous avez encore une forte population, donc une partie population, une frange importante de la population qui soutient cette junte-là. Et c'est en raison du fait qu'il y a des actes qui ont été posés justement en direction de la France et des groupes militaires qui étaient sur place, qui étaient censés aider à lutter contre cette question sécuritaire. Maintenant, aujourd'hui, on est venu à interdire les activités politiques. Je pense que le combat ne peut pas se terminer sur le plan juridique parce que les militaires, ils savent qu'il n'y a pas d'argument sur le plan légal. C'est pourquoi ils n'ont pas invoqué un texte légal, un texte qui gouverne le Mali pour justifier leur décision. On va aller devant les juridictions qui vont dire oui, les acteurs politiques, vous avez raison, les militaires ne devraient pas interdire les activités politiques. Mais en gros, c'est comme ça se passe en Guinée, les militaires vont dire nous avons dit l'ordre public. Donc il va falloir que les acteurs politiques qui se donnent beaucoup plus de moyens, des moyens qu'ils vont tirer au sein de la population pour pouvoir mener le combat, parce que je crois que là où ils sont arrivés, il va falloir se battre pour avoir même le droit à la parole. Justement. Allez-y, Madame Yoro, vous avez écouté Moussa Mara. Oui, je pense qu'on est en train de vivre une situation similaire à la nôtre, à la différence près que Jacques le disait tout à l'heure. Là-bas, les gens approuvent encore la présence des militaires au pouvoir. C'est à se demander à quand la tenue de la présidentielle dans ce pays, parce que est-ce que les militaires ont l'intention de quitter le pouvoir? Il l'a dit, ils ont intérêt à ce que la transition se termine bien, parce que généralement les transitions trop longues, si ils donnent le temps aux forces vives, aux forces
forces politiques et sociales de se mobiliser. Et généralement, la confrontation ne donne pas quelque chose qui est bien pour le pays. C'est ce qui n'est pas à souhaiter. Et malheureusement, je ne vois pas le bout du tunnel. En tout cas, avec les décisions qui sont en train d'être prises côté société civile, côté leader, acteurs politiques, vous avez la majeure partie qui est dehors, pratiquement. Vous avez quelques-uns qui sont à l'intérieur du pays, qui mesurent les mots. Parce que nous l'écoutons aujourd'hui, oui, mais il reste peut-être optimiste, mais c'est à se demander comment ils vont mettre le pont pour pouvoir dialoguer avec des gens qui prennent des décisions en ne se focalisant pas sur la loi. Ouais. Ils ne se focalisent pas sur une loi. Normalement, quand vous êtes leader politique, vous êtes acteur, vous êtes à la tête d'un pays, chaque décision que vous devez prendre doit s'adosser aux lois de la République, aux lois de ce pays-là. Ouais. Mais si les acteurs de la transition ne prennent pas de décision en rapport avec les lois de la République, ça complique la situation. Et c'est en même temps triste pour l'avenir de la démocratie dans la sous-région, parce qu'on a l'impression que les militaires sont venus, ils se sont installés et ils ne veulent pas partir. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est quand vous réfléchissez, c'est des civils qui sont à la base des situations qu'on est en train de vivre. Par exemple, pour le cas de notre pays, c'était d'abord un civil qui n'a pas voulu respecter les textes de la République et qui a poussé les militaires à prendre le pouvoir. Les militaires arrivent, ils veulent s'éterniser, ils ne veulent pas partir et nous tournons en rond. Ouais. Pour le cas de la Guinée, on tourne en rond, on se demande à quand la fin de la transition, de la situation et de la transition. Justement. Allez-y, Mohamed Mara. Vous avez écouté Moussa Mara. Une belle arnaque, ces transitions militaires, en réalité, parce qu'ils partent d'aspirations légitimes des populations, ils partent des cris de cœur lancés par ces populations-là contre d'autres potentats civils, notamment c'est le cas de Alpha Condé, Ibeka, vous leur donnerez le nom que vous voulez, tous de la race de Bokassa, en réalité. Et puis, mais n'oublions pas que ces civils-là, ces potentats-là ont utilisé ces mêmes militaires pour broyer leur population. Quand tu fais le tour de la question, tu te rends compte que les militaires ne sont jamais loin de pouvoir dans nos pays. Ouais. En réalité, ce sont eux qui, comment on appelle ça, qui exercent véritablement le pouvoir. C'est vrai. Personne ne va Sur la manette. Personne ne va auditer le budget de l'armée. Personne n'aura le culot d'aller chercher à savoir qu'en est-il des lois de programmation dans leur phase exécution. Est-ce qu'il y a des détournements? Non, personne n'ira les chercher. Ouais. C'est cela la réalité. Les civils à la tête de nos États sont libres jusqu'à ce que les intérêts des armées soient touchés. Aujourd'hui, il vaudrait mieux avoir dans sa famille 3 enfants qui sont des officiers que d'avoir 10 qui sont des scientifiques, qui sont ceci, cela. Les seuls qui sont au-dessus des militaires dans nos pays, ce sont les marabouts. Et là, on peut comprendre pourquoi un Guirassy, il est tout puissant dans des pays comme ça. Ça, c'était juste une boutade. Mais en réalité, c'est... Si vous voulez, je disais que c'était une belle arnaque. Ouais. Les gens, ils arrivent. Je vous ai dit ici, quand on parle de 3e mandat, que dans nos pays, personne ne cherche le pouvoir pour le peuple. Les gens cherchent le pouvoir pour eux-mêmes, pour se protéger, pour protéger leurs parents et amis. On a parlé de Krief ce matin. Vous vous êtes demandé pourquoi tel est en prison. Kassori Fofana, il a 70 ans aujourd'hui. C'est son anniversaire aujourd'hui. Pendant ce temps, il est où? Là-bas, à la clinique Pasteur, depuis combien de mois, je ne sais même pas. Il est là-bas, oui, il a 70 ans. Si je me fie à Wikipédia, il est né en 54, donc le 15 avril. Je me souviens toujours de lui parce que son anniversaire arrive à la veille de mon anniversaire. Donc je n'oublie pas quand il s'agit. Docteur, heureux anniversaire à vous. Et on espère que votre famille va vous retrouver très bientôt. Les Guinéens voulaient savoir qu'est-ce que vous avez fait de l'utilisation de leur argent public. Les militaires et la CRIEF nous ont montré qu'en fait, vous n'avez rien pris. Parce que finalement, sinon vous seriez déjà jugé. Alors, pour moi, c'est une belle arnaque. La question fondamentale, à mon avis, que nous devons poser maintenant dans nos États, que faire pour sortir de ce cycle? Justement. Que faire la pour grosse mettre question. fin à ces transitions militaires? Ils sont restés longtemps dans l'ombre, ils nous ont fait croire que le pouvoir était civil, mais en réalité, c'était eux qui avaient le pouvoir. Maintenant, ils sont sortis des bois dans beaucoup de nos pays. Que faire pour que nos pays soient gérés correctement avec les lois dans les pays? Parce que, pour terminer là-dessus, vous le remarquez, autant au Mali, on s'en fout de la loi, autant en Guinée, au Niger ou au Tchad, on s'en fout de la loi. La loi, c'est qui? C'est eux.
Bien sûr. Allez-y, Mohamed. Quand j'ai écouté le Premier ministre, finalement, je me rends compte que c'est un aveu d'impuissance politique. Quoi que l'on dise aujourd'hui, la mine... Mais malheureusement, c'est une triste réalité dans nos pays aujourd'hui, Mohamed Ali. Et surtout, la succession de décès de ces anciens présidents, donc anciens hommes forts, parce qu'il ne faut pas oublier que Nibeka qui décède, Soumaïla qui décède, Moussa Traoré, ATT, c'est des hommes qui ont fait la politique malienne depuis l'indépendance, il faut dire. Donc ils partent avec ça. Konaré là-bas, mais il ne parle pas. Konaré, vous voulez fouiller sa maison, il dit venez fouiller, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Oui, parce qu'il a l'âge. Mais même avant. C'est une question de leadership. Qui ont eu cette carrière diplomatique, c'est comme ça qu'il n'a pas voulu. En 2019, quand on a voulu l'intégrer, il parle pas. Et même rarement, il prend la parole. C'est pas parce qu'il est malade, mais je pense que c'est un choix qu'il a eu à faire. Parce qu'à un moment donné, on a inquiété ses enfants. Je pense qu'il a certains de ses enfants qui sont militaires. Donc, quand ils ont pris le pouvoir, je pense qu'il y avait des choses comme ça. J'ai appris que quand ils ont dit qu'ils vont venir fouiller chez lui, il a dit d'accord. Il a pris une chaise, il s'est assis à la porte. Ils n'ont qu'à venir fouiller. Lui, il dit absolument rien. Il crie pas au loup, etc. Donc, je pense qu'il a fait le choix de se retirer de la politique malienne. Donc, je suis en train de dire que la disparition successive de ces hommes politiques-là, aujourd'hui, porte un coup, mais assez dur aux hommes politiques, à l'environnement politique du Mali. Parce que ceux qui sont en train de parler, aujourd'hui, on ne connaît que Moussa Mara. Mais Moussa Mara, dans l'opinion, c'est peu de choses. Les gens ne croient pas du tout en lui, Moussa Mara. Il a à peine s'il est élu maire de la commune 4 du Mali. Pourquoi tu dis ça, Mohamed Mara? Je le sais, parce qu'en fait, lors des élections, c'est l'opinion, c'est ce qu'on pense de lui, en fait, à ce niveau. Et il n'est pas seul. Les premiers ministres dont il parle, les remplacements qu'il y a eu dans les partis de ces hommes qui ont disparu. D'ailleurs, dans le parti de Soumaïla, il n'est pas de mèche avec la junte, à ce que je sache. Ils se sont divisés, pardon? Il n'est pas de mèche avec la junte, à ce que je sache. Non, il n'est pas de mèche, mais... La question de... Parce qu'il a choisi d'être modéré. Vous savez, au-delà même d'être modéré, on l'en veut un peu, surtout à cause d'Ibeka. Ah, ok. Bon, il ne faut pas l'oublier, il a été Premier ministre d'Ibeka. Ah, ben d'accord, je peux avoir été Premier ministre d'Ibeka, il a pris la... Rappelez-vous de la situation de Kidal, quand il avait la trentaine d'ailleurs, voilà, il faut le rappeler. Quand ses prédécesseurs hésitaient à y aller, et quand il a été nommé Premier ministre, il a dit qu'il irait là-bas en tant que Premier ministre pour prouver que l'État est à Kidal. Et on sait ce que ça a donné par cause de lui. En fait, beaucoup vont être... L'opposition politique radicale pense qu'il est à la solde des militaires. Voilà. Les militaires estiment qu'il n'est pas suffisamment de leur côté. En fait, quand vous l'écoutez, vous sentez qu'il marche sur des feux. Donc, il veut contenter tout le monde. Il est partout et nulle part. Je ne suis pas dedans, en fait. C'est ça le problème. Donc, du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de leader politique dont l'opinion malienne peut vraiment se fier. Et quand vous demandez, là, vous allez être étonné, malgré qu'il n'y ait pas d'électricité au Mali aujourd'hui, il faut le dire ça comme ça, 5 heures par jour, c'est ce que j'apprends, malgré les difficultés de la vie chère, les canicules du côté du Mali, parce qu'il fait extrêmement chaud. Quand vous demandez, les gens ont envie encore que les militaires y restent, hein. C'est ça, malheureusement. Enfin. Et à la différence de la Guinée, du côté du Mali, on veut que les militaires restent. Nous, ici, on veut vraiment que 2024 finisse. Et qu'on puisse avoir un argument légitime de dire, c'est fini la transition, vous pouvez partir. Vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Dans un instant, le mur du jour. Les GG, c'est le talk show de référence en Guinée. Un show de 3 heures avec des invités où actualité rime avec liberté de ton. C'est sur Espace, la radio d'opinion. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, évidemment, Aïssat Sané nous a rejoint, ma grande Sané. Avec toi, on va essayer de découvrir qui est notre mur du jour de ce lundi 15 avril. Alors, il y a Mohamed Ali et Ruby qui ont pris 2 murs chacun, et puis Mohamed Mara en a pris 4, donc il est le mur du jour. Voilà, Mohamed Mara. Ça, c'est effet Krief. Oui, justement. Effet Krief. Non, mais en réalité, là-dessus, je m'y attendais. Je sais qu'aujourd'hui, il est devenu extrêmement compliqué, sinon impossible de défendre la CRIEF. Je continue quand même de penser que c'est un très bel instrument, c'est une très belle initiative, mais c'est vrai que cet instrument-là, il a besoin d'être sale. Je vais répéter cette phrase que le doyen Amadou Damaro Camara aimait prononcer, c'est le paradoxe du savon sale. Bien, la CRIEF est devenue le grand paradoxe guinéen du savon sale. Donc, qui
Qui pour nettoyer d'abord le savon? Bien, allez. Le petit événement, c'est que ça fait quand même longtemps que je ne suis plus le milieu du jour. Hein. Ouais. Et ça, vous n'étiez pas là. Ouais. J'espère que votre retour moi, ne sera pas mon retour non plus. En fait, je sais sortir ces griffes. Toi, je vais tout faire pour ne pas aller dedans. Ouais, je sais où appuyer. Hein? Allez, mon ami, on apprend ce procès-là en ce moment même, hein, du côté de Kaloum, hein, c'est bien cela. Il y a une confrontation d'Addis et Marcel. Et vous imaginez Addis, Marcel et Toumba. Et Toumba le aussi. Trio, oui, à la barre. C'est un film qui est en train de se jouer. Je pense qu'il fallait s'attendre à cela. Les confrontations ont démarré après ce temps de silence occasionné par la demande de réqualification des faits. Je pense qu'il faut revoir ce qui se passe le soir parce que la confrontation, on s'attendait à ce qu'il y ait une confrontation entre, je veux dire, échange entre Toumba et Dadis, mais c'est plutôt Marcel qui affronte Dadis aujourd'hui par rapport aux questions qui sont en train d'être posées. Qui était le président, le responsable de la garde présidentielle? Qui était le responsable du régiment? Dadis qui dit que c'est Toumba, Marcel qui dit que non, c'est le contraire, que c'était pas lui. Et donc, il faut espérer que, en tout cas, ces confrontations puissent apporter quelque chose de positif dans le cadre de la reconnaissance de la vérité dans ce procès. Surtout, parce que, quoi qu'on dise, ça peut être intéressant d'écouter les différentes confrontations, mais le plus important, c'est que les victimes puissent être rétablies dans leurs droits, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Plus de 150 Guinéens ont perdu la vie et une centaine de femmes ont été violées pendant ces massacres du 28 septembre et jours suivants. Et donc, les Guinéens attendent la vérité. Et l'Afrique pourrait être fière si la Guinée réussissait à aller au bout de ce procès, parce que ce serait une première. Personne ne pouvait s'imaginer qu'on puisse tenir ce procès-là ici. C'est vrai. Mais l'ouvrir et venir jusqu'à ce niveau, il faut encore y croire et espérer qu'on puisse aller à terme et que les victimes qui sont présentes, celles qui sont vivantes, évidemment, puissent connaître l'épilogue, la vérité, que les auteurs puissent être condamnés, ceux qui ne le sont pas puissent être libérés. Voilà, c'est bien dit. Hein. Tout dépend j'ai envie de dire, de la volonté politique. Voilà, j'ai placé un produit ce matin dans cette émission, évidemment, parce que voilà, Mohamed Ali me disait mais comment je suis habillé ce matin. Donc c'est en fait la marque Oud qui m'a habillé ce matin. Le jeune, il est en France, tu le connais? Incout? Non, pas Incout. Ah, oui, Incout, je sais c'est qui. Oud, donc c'est un jeune Guinéen, évidemment. La marque, le site internet aussi disponible, il s'appelle Mohamed Salim Dramé. C'est un jeune Guinéen, évidemment, qui m'a offert ça. Il est représenté à Conakry. En Guinée, je pense pas, pour l'instant, je sais pas. Il est intéressé par une représentation. Pourquoi pas? Voilà, il peut l'être. Pourquoi pas? Voilà. Merci à vous tous, merci à Mohamed Diaby, à la réalisation de cette émission, à Papoutou, l'homme de nuit, à vous tous, mesdames et messieurs. Le programme continue évidemment à 15h. Karoma Duba vous attend là avec toute son équipe. Les informer, autrement, les têtes brûlées. Nous on se retrouve ce soir à 19h avec le même plaisir. Prenez soin de vous.